Fidèles de la télévision du futur, vous avez raté un bout de votre billet politique sur TV+. Voici pour vous une rétrospective de votre chronique politique de la... Le président François Hollande a martelé samedi 29 novembre dernier son avertissement aux dirigeants qui voudraient s'accrocher au pouvoir à tout prix devant les chefs d'État et de gouvernement, dont 19 Africains réunis au 15e sommet de la francophonie à Dakar. Hollande a précisé que la francophonie est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des lois constitutionnelles et de l'aspiration des peuples, de tous les peuples, à des élections libres. Le président français a appelé au respect des ordres constitutionnels et des aspirations des peuples. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver un soutien dans l'espace francophone, a-t-il déclaré. Le peuple burkinabé a fait une belle démonstration, a-t-il ajouté. Ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui veulent se maintenir au pouvoir en violant l'ordre constitutionnel, a répété le président français sans citer les pays sous les applaudissements. En effet, la situation s'est compliquée pour certains dirigeants africains depuis la chute contre toute attente fin octobre dernier du président burkinabé Blaise Compaoré. Avant son départ pour Dakar, M. Hollande avait déjà mis en garde les dirigeants voulant se maintenir contre vents et marées comme Blaise Compaoré qui espérait briguer un nouveau mandat après. Mais dans tout ça, qu'en est-il du Gabon? Les propos d'Hollande auront certainement un impact dans la vie politique du Gabon dans les tout prochains jours, semaines et mois, notamment avec les plaintes judiciaires de Luc Bongobesi, du Front uni de l'opposition pour l'alternance, et de Moukani Iwangu, président de l'UPG, contre Ali au tribunal de grande instance de Libreville pour faux et usage de faux, et à la haute cour de justice pour haute trahison et violation de serment en rapport avec l'acte de naissance d'Ali, afin de juger de sa prétendue origine biafraise, dont tous les Gabonais, selon la Constitution, sont en droit de demander la clarification, et qu'il revient à Ali d'en apporter la preuve à toute demande, car le peuple est souverain dans un État démocratique. Et tous les dirigeants gabonais disent partout et en tout temps que le Gabon est un pays démocratique. Mais la question de fond de toutes ces plaintes judiciaires est l'illégitimité ou l'éligibilité ou non d'Ali à la fonction suprême de président de la République selon l'article 10 de la Constitution, et que l'histoire du Gabon retiendra que cet article a été gravé dans la loi fondamentale sous la présidence du feu président Omar Bongo Ndimba, peut-être en connaissance de cause à effet. D'aucuns se projettent même déjà sur une possible destitution d'Ali, au mieux avant la fin de son mandat présidentiel, comme vient de lancer sur la place publique, par la voix de Paul-Marie Ngunju, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale dissoute, l'association civile dénommée Article 10 Ali bouge de là. Ce qui est sûr, c'est que si Ali pensait aller tranquille à la présidentielle de 2016, ce n'est pas gagné. Là, Hollande vient de mettre des cales, car avec son discours ferme pour le respect de la Constitution, Ali, tout comme Obama en son temps, devra apporter la preuve de sa nationalité gabonaise naturelle
et non d'adoption pour oser prétendre à la fonction de président de la République, conformément à la fameuse article 10 de la Constitution. Cela est dit par les jaloux, bien sûr, du pouvoir d'Ali. Cette preuve ne pouvant se faire que soit par la présentation d'un acte de naissance originel délivré par l'administration de l'Afrique équatoriale française, soit par un texte ADN avec sa mère, Patience Dabani. Dans le cas contraire, je crains que la pilule à faire avaler aux Gabonais semble trop grosse, voire imbuvable, car choisir de l'avaler, c'est choisir finalement de dire aïe aïe aïe. Dieu le Père, ils sont tous devenus fous. L'honneur est perdu en eux et ça va dans tous les sens. Ils sont vraiment mal partis et plus grave, ils s'y mettent à corps perdu pour leur propre déchéance. Comment comprendre que tous les jours que Dieu fait, cette race de fossoyeurs s'échine à creuser sans répit leur propre tombe? Comme c'est inimaginable l'attraction qu'exerce la déchéance chez ceux qui y sont condamnés. Ils vont de frasques en bêtises monumentales, aux grandes dames de ceux qui croyaient encore, instant soit peu, à leur rédemption possible. Poser des actes inutiles, sans profit pour soi et pour ceux qu'ils sont censés défendre, ignorant qu'ils sont ainsi en train de parsemer d'épines le chemin qu'ils doivent sans détour emprunter. Et d'ailleurs, j'ai la forte impression qu'ils ont décidé eux-mêmes de tuer le pouvoir qu'ils ont. Quand un homme a des gènes pro-suicide, personne ne peut l'empêcher de se suicider. Car le dernier acte que vient de poser le pouvoir émergent qui, en réalité, devient énervant, élargit encore plus le gouffre qu'il engloutira sans façon. Interdire à des citoyens libres, sans contrainte judiciaire aucune, de jouir de leur liberté, de se déplacer, de sortir du pays, est simplement immoral. Je voulais dire une idiotie. En plus, quand ces citoyens s'appellent Jean Eyegendo, ancien Premier ministre de la République, André-Pierre Kondila Kumba, professeur en médecine et cardiologue émérite devant Dieu et devant les hommes, Luc Bongo-Bonsi, leader de la race des opposants purs et durs, Albert Mbandon, homme d'affaires et politique de la première génération au tempérament irréductible, Marcel Libama, syndicaliste fiévreux, éveilleur de conscience infatigable, et bien d'autres leaders d'opinion connus sur le plan national et international. C'est faire preuve d'un cerveau de limace qui oublie que, quel que soit son déplacement, son passage reste réparable à cause de ce qu'elle produit en elle-même. Mais enfin, comment les gens qui se disent normaux peuvent créer à la mitraillette des situations qui peuvent en même temps les emporter, sans pourtant avoir l'art ou la capacité d'éteindre les foyers de tension déjà existants, à moins que ces derniers ont véritablement opté pour leur propre destruction. Qu'est-ce que l'interdiction de sortir du Gabon aux leaders de l'opposition et autres syndicalistes apporte au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba? Si ce n'est des problèmes, de l'avilissement, des clames de dictature, d'indécence et d'incompétence. C'est le meilleur moyen de noircir la gouvernance politique d'Ali et par effet contraire, grandir, anoblir et brandir la reconnaissance de la toute-puissance de l'opposition et de ses acteurs. Est-ce le faire rechercher?
Si oui, alors c'est gagné. Mais déjà, le monde entier sait qu'au Gabon, les leaders de l'opposition sont interdits de sortir hors du territoire national. Au mieux, ils sont gardés prisonniers dans leur propre pays par les forces d'occupation présentes actuellement au Gabon. Alors, pendant que la communauté internationale et nationale reste dans leur discours somniférique, le peuple prisonnier s'exerce à ne plus dire aïe aïe aïe. L'extrait de naissance de Brazzaville d'Ali retrouvé. Vrai ou faux? La sagesse africaine conseille que face à une situation délicate, soit que l'on parle avec assurance, soit que l'on se taise humblement. Se forcer de parler ou de se dédouaner, coûte que coûte, finit par vous coûter cher. Le journal quotidien français Le Monde, dans sa parution du 2 décembre dernier, a plongé dans le Marigot Gabon en pleine polémique sur les prétendues origines biafraises d'Ali qui font tant de bruit au plan national qu'international en publiant une reproduction du registre d'état civil de Brazzaville pour attester la naissance d'Ali comme étant le fils naturel de Marc Bongo et de Joséphine Kama. Mais pourquoi le journal français, alors que le Gabon, pays concerné, grouille de journaux, de télévision, même aux ordres du pouvoir? Le choix intéressé finit par être risqué. Mais déjà, il faut noter que dès le 30 novembre dernier, donc avant l'apparition dans le journal Le Monde de cet extrait de naissance de Brazzaville, sur le net, les réseaux sociaux gabonais annonçaient qu'Ali s'est fait faire un acte de naissance à Brazzaville qui sera produit dans le journal Le Monde de demain ou mardi. Toutefois, ce journal est conscient qu'il n'y a pas de transcription de ce document à Nantes. En effet, au regard de cet extrait de naissance de Brazzaville, qui daterait de 1959, l'on constate des choses façon qui troublent plus d'un, comme l'auraient voulu en réalité les initiateurs de cette opération de crucifixion. Premièrement, entièrement manuscrit, c'est-à-dire rédigé à la main, la partie publiée dans le journal français Le Monde de ce document ne comporte ni tampon ni en-tête de l'administration qui l'a établi. C'est bizarre, non? Alors que la présentation intégrale de la preuve aurait été le début du blanchissement d'Ali. 2. Les graphologues occidentaux, ces spécialistes de l'écriture, ont noté après parution que le document d'Ali est écrit au stylo à bille, alors qu'en 1959, l'administration de l'Afrique équatoriale française, la fameuse AEF, utilisait la plume métallique dite sergent-major et l'encre noire. L'administration du Congo de 1959 était peut-être en avance sur son temps avec le BIC. Troisièmement, l'administration de l'Afrique équatoriale française disposait en 1959 déjà de formulaires à remplir à la main avec des parties fixes dactylographiées, un peu comme ceux d'aujourd'hui. Or, rappelons que Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française et dont son administration était le top de la sous-région et ne pouvait en aucun cas faire un extrait de naissance tel que publié par Ali dans le journal Le Monde. Formulaire administratif indigène en pleine capitale de l'AF, c'est impensable. Quatrièmement, le nom de l'officier d'état civil qui aurait dressé la déclaration de naissance effectuée par Albert Bongo, M. Dominique Zalakanda,
qui deviendra ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale en mai 1963, n'aura été concerné par les affaires municipales de Brazzaville que de 1956 à 1958, année à laquelle il avait été admis en stage en France. Et donc, en conséquence, n'aurait pu en aucun cas faire cette déclaration de naissance d'Ali en 1959. C'est une erreur de casting ou bien, dans tout ça, ce qui est troublant, c'est que la famille d'Ali, en tout cas pas moi, affirme avoir découvert cet extrait de naissance ces dernières semaines dans les archives de la mairie de Brazzaville. Mais que veut-elle dire, cette fameuse famille? Au regard des articles 10 et 72 de la Constitution gabonaise, que Ali Bongo ne détenait donc aucun autre document d'état civil avant cette découverte miraculeuse. Comment donc a-t-il vécu jusqu'en 2009, avant qu'Akasaga ne lui en délivre un vrai ou faux acte de naissance pour se présenter à la présidentielle de 2009? Ceux qui soutiennent cela amènent donc les populations à reconnaître que l'acte de naissance, jusque-là problématique d'Akasaga, et qui a été utilisé à la présidentielle de 2009, serait un faux. Ce qui devrait donc faire reconnaître les délits d'usage de faux en écriture, de haute trahison, de violation de serment et j'en passe. Je rappelle que ce qui est contesté par certains, ce n'est pas la nationalité gabonaise d'Ali, mais sa nationalité gabonaise par adoption et donc non naturelle, qui lui empêche de briguer la présidence de la République comme le prétendent ses détracteurs. Mais ce qui est encore plus surprenant et même contre-productif pour Ali, c'est que le même journal français, Le Monde, déclare en conclusion dans sa parution du 2 décembre dernier, dont je cite un extrait, pour la clore, il s'agit de la polémique. Ali Bongo pourrait produire, s'il existe, un acte de naissance archivé à Nantes ou bien se soumettre avec sa mère à des tests ADN. Cela permettrait, selon le journal Le Monde, d'aborder les vraies questions autour de la future présidentielle. Peut-on accepter une succession dynastique du pouvoir? Comment se fait-il qu'après plus de 50 ans d'indépendance, ce petit pays pétrolier d'environ 1 700 000 habitants soit aussi peu développé? Fin de citation. Ouh là là, tout ça ne sent pas bon pour Ali, parce que si ce n'est pas de l'amateurisme ça, alors on dirait qu'il a été piégé par celles et ceux qui prétendent lui rendre service ou le servir. Car tous les éléments qui démontrent, selon ses détracteurs, la falsification de son extrait de naissance de Brazzaville, retrouvé par enchantement par sa famille, vont certainement alimenter la plainte en France d'Ali contre Pierre Péan, qui est un dur à cuire. Et surtout, faire le lit aux plaintes déposées au Gabon par le Front et par M. Moukani Iwangu contre Ali et d'autres personnalités impliquées. Ça risque de faire très, très mal tout ça, poussant certains à dire « aïe, aïe, aïe ». Daniel n'est pas Omar qui veut. Commence par régler la crise sociale. Daniel Nondor, peut-être sous la haute inspiration d'Ali, a cru se donner bonne figure pour prouver sa loyauté au monarque en tensant des membres de l'opposition républicaine absents
à la cérémonie d'inauguration du mausolée d'Omar Bongo à Franceville. Une sortie bien maladroite du premier des ministres du gouvernement d'Ali, car en traitant les opposants de tout et n'importe quoi dans son discours à cette cérémonie, et en affirmant par ses propos, je cite, « C'est le lieu de faire le triste constat en tant qu'ancien collaborateur, parmi d'autres, du président Omar Bongo, d'une autre facette de la nature humaine, celle de l'ingratitude. » Fin de citation. Mais Daniel serait-il devenu aveugle, car même si très peu de responsables de l'opposition et de la société civile n'ont pas pris part à cette manifestation, de nombreux enfants d'Omar lui-même, notamment les enfants d'Edith Lucie Bongo, et bien d'autres encore, ne sont pas venus. Daniel va-t-il traiter ces derniers d'ingrats aussi? Parlons peu, parlons bien. Tout le monde avait bien compris qu'au-delà de l'hommage rendu au défunt président Omar Bongo, cette cérémonie, dans le contexte actuel du pays, ressemblait plus à une manœuvre politicienne pour inféoder les opposants radicaux actuels d'Ali. Qui est dupe? En tout cas, pas moi. De plus, Daniel est-il devenu amnésique ou est-il ébloui par les ors et l'embris de sa fonction de Premier ministre? Car a-t-il oublié qu'en termes d'ingratitude, il n'en est pas très loin? Il oublie ou fait oublier qu'il s'était présenté lui-même contre Ali Bongo pour obtenir l'investiture du PDG comme candidat à l'élection présidentielle anticipée de 2009. Et nous savons tout le bien qu'il disait alors sur Bongo, sur Ali et sa famille qui a allaité tous les Gabonais avec l'argent du Gabon, dont en fait l'argent des Gabonais qui leur revenait de droit. Comment comprendre que dans le contexte de crise politique et sociale profonde, dans laquelle tout le pays est plongé depuis de très longs mois jusqu'à pratiquement la paralysie, qu'Ali se permette de convoquer comme des gamins par un communiqué dans le journal L'Union la veille de la cérémonie, des dignitaires de la République fussent-ils opposants? Cela ressemble à un manque de respect. Ou bien peut-être qu'Ali considère ces dignitaires, tout comme les Gabonais, comme les sujets de sa cour royale. Même Omar Bongo, tout-puissant de son vivant, ne se serait jamais permis cela, car on peut tout lui reprocher, mais Omar avait du respect pour les Gabonais et ses semblables, des plus grands aux plus petits. Daniel, trêve de balivert. Ce que les Gabonais attendent d'un Premier ministre, c'est que ton gouvernement, dit gouvernement d'urgence, règle les problèmes des Gabonais comme promis par Ali, avec des discours enfants depuis 2009, soit plus de 5 ans maintenant, 5 000 logements par an, santé pour tous, éducation de qualité cadeau, état de droit, gestion orthodoxe des finances publiques, j'en passe. Donc, Daniel, arrête de distraire la populace avec tes discours politiciens, car l'heure est au bilan des actes concrets d'Ali pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Ce n'est pas Ali Neuf qui avait lui-même dit à son investiture de président de la République, je cite, « Je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux. » Fin de citation. Qui l'a envoyé être président de la République du Gabon si ce n'est lui-même? Qu'Ali fasse bien son boulot de président. Les manœuvres politiciennes, d'ailleurs, c'est normal, d'Ali, telles que les négociations sociales en cours, afin d'obtenir une nouvelle trêve sociale et donc de gagner du temps jusqu'à l'élection présidentielle de 2016, soit dans moins de 2 ans, sont peine perdue. Car les syndicalistes n'en veulent plus et disent qu'Ali a déjà eu sa trêve sociale pour faire avancer le pays. Les syndicalistes disent vouloir simplement l'application par le gouvernement de ces engagements pris depuis l'accession au pouvoir d'Ali. Aujourd'hui, les Gabonais crient à lui et à Dia qu'ils souffrent, qu'ils ont faim, qu'il y a trop de chômeurs, surtout parmi les jeunes, qu'ils n'arrivent plus à se soigner, à se loger, à s'instruire correctement,
que la grande pauvreté touche maintenant plus de 30% des Gabonais et se propage comme la gangrène, et que tout ça est très grave dans un pays très riche avec moins de 2 millions d'habitants. Ils disent trop, c'est trop, Ali. Force est de constater que sur les 25 départements ministériels que compte le gouvernement Naondo, plus de la moitié, et pas des moindres, l'éducation, la santé, les finances, le budget, connaissent des grèves illimitées qui bloquent le fonctionnement de l'État depuis plusieurs mois. À vrai dire, on n'est pas loin des grèves de 1990 qui ont mené le pays à la première conférence nationale du Gabon. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, même si aujourd'hui certains émergents et surtout la Légion étrangère semblent ne pas avoir pris conscience que le pays va mal, voire très mal, et continue même de vivre un grand train de vie aux frais de la République, comme le Gabon n'est pas leur pays, on peut penser qu'il est grand temps, comme le souhaite le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Abdoulaye Bathily, que tous les secteurs et tous les acteurs politiques et la société civile doivent se parler sur la base d'un retour à la Constitution issue de la Conférence nationale de 1990 pour éviter le pire, car vaut mieux prévenir que guérir, comme nous dit l'adage. Encore que je m'avance peut-être un peu trop vite, parce que j'avais oublié le fait nouveau, la contestation grandissante dans le peuple, les élites et la diaspora avec cette histoire des prétendues origines douteuses d'Ali, à cause de ces deux vrais ou faux naissances d'Akasaga, et maintenant de Brazzaville qui l'empêche de facto d'être le président de la République gabonaise, conformément à l'article 10 de la Constitution. Alors, je crains que la cote d'alerte soit bien au rouge. Enfin, les spécialistes disent que pour calmer le jeu, car la tension dans le pays est très très vive et on est au bord de la rupture, Ali devrait se montrer à la hauteur de son illustre père et prendre enfin l'initiative d'une conférence nationale souveraine ouverte aux acteurs politiques et à la société civile, car il y va de sa survie politique et de celle de sa famille politique. Peut-être c'est ce que le président sénégalais Macky Sall vient lui dire à Libreville la semaine prochaine de la part d'Hollande, et comme étant sa véritable chance pour une sortie honorable. En effet, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un procès qu'Ali n'est pas sûr de gagner, car il y a trop de plaintes contre lui pour ce que tout le monde connaît. Oui, ce que tout le monde connaît. Dans le cas contraire, les oracles de la politique prévoient qu'Ali risque fort d'aller tout droit dans le mur à vive allure avec ces fameux bolides qu'il aime. Car un bolide mal conduit qui dérape finit par faire dire au conducteur improvisé « Aïe, aïe, aïe !» À nous retrouver pour de nouveaux billets politiques dès le début de la semaine prochaine.